premier préliminaire voudrait désenclaver le discours qui est le nôtre depuis ce matin en montrant que ce discours est à plusieurs faces, au moins deux, d'où le titre de Recto Verso. Et je vous invite donc à faire une double distinction qui va jouer dans mon exposé, une distinction que je fais souvent aujourd'hui entre l'éthique de la relation pédagogique que nous connaissons bien et puis ce qui est le sujet de cet après-midi dans mon exposé, l'éthique organisationnelle des institutions scolaires. Ça, c'est une dichotomie, une distinction qui est relativement claire aujourd'hui, je pense. Mais je voudrais en faire une deuxième qui va croiser la première, une distinction et aussi une articulation entre ce que je vais appeler des discours et des contenus qui enseignent, j'utilise ce mot-là si vous le voulez bien, et puis des attitudes et des modes d'être qui éduquent. Et ce que je vais essayer de montrer, je vais simplement mettre en lumière quelque chose que vous vivez, que nous vivons tous dans nos métiers, à savoir que nous sommes des agents doubles, puisqu'effectivement, nous sommes à la fois des agents de la parole, le discours qui enseigne, mais aussi les agents du corps, du comportement, et c'est probablement là que nous sommes éduquants bien davantage qu'avec notre langage. La source des questions que je pose tient, je dirais, à une double constatation, à la manière ricoeurienne, la constatation que, et vous vous souvenez que vous êtes maintenant dans la posture de la directrice ou du directeur, à savoir que nos collaborateurs, les gens qui travaillent sous notre responsabilité, sont caractérisables de deux manières, reçoivent un double prédicat, à savoir qu'ils sont faillibles. En tout cas, ça, ce n'est pas le propre d'un réseau de données. Hein. Ils sont faillibles, effectivement. Et il faut voir en quoi, comment ils sont faillibles, mais heureusement, ils sont aussi capables. Ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est que dans cette question concrète de la diversité culturelle des équipes éducatives ou des équipes enseignantes, des équipes pédagogiques, cette dimension de la faillibilité de la capacité ou de la capacité va être tout à fait déterminante. Ça, c'était une première chose que je voulais poser pour asseoir ma question. Deuxième pierre fondamentale, que je nomme cette fois-ci clair-obscur, c'est dans l'idée que les paroles que nous avons, les discours, les questions que nous développons depuis ce matin, me semble-t-il, sont non seulement à double face, mais sont aussi prises dans un champ de tension, éventuellement en contradiction. Alors je commence par juste penser à la discipline qui m'intéresse, qui est l'éthique, en rappelant que l'éthique est elle-même, à l'intérieur d'elle-même, en tension. Je ne suis pas en train de parler ici de tension entre des éthiques différentes, je parle de l'éthique comme tension, précisément. Entre quoi et quoi? Eh bien, d'abord, entre une première composante de l'éthique, que je nomme ici le sens de la situation, le sens du contexte, qui fait que l'éthique, elle est réaliste, pour utiliser ce mot-là, ou elle ne sera pas. C'est un premier élément à prendre en compte, c'est ce que je vais nommer le côté réel-réel. Et puis, il y aurait le côté réel-virtuel, c'est-à-dire que l'éthique, elle n'est pas éthique si elle n'est pas une forme de vision d'un idéal de régulation, d'orientation, c'est-à-dire que l'éthique est la capacité de croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. C'est un peu ça l'idée. Ça, c'est un premier élément qui me paraît vraiment essentiel. Vous, comme manager, nous, comme manager, on peut nous accuser de beaucoup de choses, mais en tout cas pas de ces deux éléments. On ne peut pas nous accuser de manquer de réalisme et on ne peut pas nous accuser de manquer de vision, puisque par définition, c'est vraiment notre mission elle-même, quitte à ressentir cette tension entre le sens de la réalité. Les gens qui travaillent chez nous, ils sont ce qu'ils sont, oui, mais ils seront différents demain. C'est un peu ça l'idée. Et puis, autre élément qui me paraît vraiment essentiel, et c'est pour utiliser une épice dont on n'a pas abusé depuis ce matin, qui est une épice un peu particulière, un peu amère, un peu poivrée aussi, qui s'appelle le doute. Et je pense qu'il n'y a pas d'espérance tenable sans doute. C'est dans ce sens-là que je le dis. L'éthique, si elle est bien une discipline rationnelle et critique, cette éthique doit nécessairement déconstruire un certain nombre de positions et même, je dirais, un certain nombre d'oppositions qui paraissent évidents. Et de faire cette distinction, qui a l'air toute bête, qui ressemble à un jeu de mots à la Raymond DeVos, mais qui me paraît fondamentale. Parce qu'après tout, Guy Selderslack avait raison de dire ce matin, il ne l'a pas raconté, il l'a évoqué, en disant que cette formule de vivre ensemble était peut-être un peu éculée et que le bien commun est certainement plus riche en suggestions, reste que tout ce qui est commun n'est pas un bien et que tout ce qui est bien n'est pas forcément commun. Cette chose-là,
qui fait qu'après tout, on pourrait tous, comme les moutons de Panurge, nous mettre à la course les uns avec les autres en face d'un bien qui se donnerait comme commun ou d'un commun qui se donnerait comme bien, ça ne peut être qu'après un moment de réflexion et de critique. Troisième préliminaire, et qui est un écho à ce que nous avons entendu ce matin de Jean de Meunk, et puis encore aussi en fin de matinée, la question de la neutralité. Pour faire vite, je vous dirais juste en un mot que, selon moi, ce qu'on nomme assez régulièrement la neutralité est une espèce de non-réponse à la diversité. J'ai le sentiment qu'il est urgent d'interroger ce mythe de la neutralité, mais on l'a déjà largement fait depuis ce matin, cette espèce de mythe qui correspondrait à une stratégie moderne qui permettrait, semble-t-il, de sauvegarder une diversité en soi. Alors, je ne vous dirai pas tout le mal que je pense, puisque j'ai l'occasion d'avoir quelques heures d'enseignement sur le sujet, tout le mal que je pense de la neutralité au sens trivial, au sens banal du terme. J'ai le sentiment, en effet, qu'à vouloir tenir cette neutralité, on s'installe dans ce que j'appellerais une espèce de diversité esthétique, une espèce de culte ou de mythe de la diversité, mais que par la force des choses, on appelle, comme par une pression négative, on appelle une dimension que j'ai nommée ici à la manière de Hobbes, une dimension policière pour faire justement la politique de la communauté. J'ai le sentiment que c'est par l'engagement et la retenue que l'on va faire droit à la diversité. Ça, c'est la thèse que je souhaite développer. Parmi les objets que je n'ai pas le temps de démonter parmi vous, il y a l'idée de l'humanisme mou, par exemple, l'espèce de rêve que le consensus serait juste une question de bonne volonté, l'idée qu'en rationalisant les choses, on va mettre les gens dans une espèce de conformité qui va s'imposer sans difficulté. Voilà autant d'images pieuses peut-être, ou d'images d'Épinal, qui ne correspondent pas bien, me semble-t-il, à un programme d'éthique critique et philosophique au sens terme. Alors, dans ce sens-là, j'ai le sentiment que, avant de nous mettre dans la perspective du manager qui veut tirer parti de la diversité, c'était quand même ça la commande, hein, je pense qu'il faut prendre le temps, très brièvement, d'interroger le risque idéologique de la surenchère de ce qui serait peut-être toujours une bonne diversité. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne suffit pas que les choses soient communes pour être bonnes. Je pense que le péché originel, dans ce sens-là, est le prototype de ce qui pourrait être commun sans être forcément bon. Mais j'ai le sentiment qu'il ne suffit pas que ça soit divers, ou qu'il y ait beaucoup de choses, ou qu'il y ait une grande diversité pour que ça soit bon non plus. Je me demande dans quelle mesure, au fond, d'une certaine manière, le pendule ne nous amène pas aujourd'hui à côtoyer ce risque d'une espèce d'idéologie de surenchère, d'ailleurs pas toujours très sincère, de la diversité. Alors, c'est difficile à le dire sérieusement, surtout à ce moment-ci de l'après-midi, mais c'est quand même important de pouvoir le poser, quitte à ce que vous m'opposiez assez rapidement le risque inverse, on le connaît que trop, bien entendu, qui serait une forme de risque totalitaire. Je me demande dans quelle mesure nous ne sommes pas victimes, à certains moments, d'une forme de dévaluation que j'appelle triviale, je ne suis pas sûr qu'elle soit sincère, de l'uniformité. Alors, je sais que l'uniformité est à la base de bien des mots, hein, on n'en doute pas, et que même la théologie chrétienne s'est dit que Dieu tout seul s'ennuierait, et que donc il est important qu'étant unique et le plus grand, il soit plusieurs. On peut l'entendre de cette manière-là. Mais enfin, c'est quand même frappant comment, depuis une quarantaine d'années, je ne me fais pas l'avocat de Parménide, qui n'a pas besoin de moi pour cela, c'est quand même frappant comment les slogans qui nous plaisent ou qui nous séduisent, mais si vous me dites que c'est seulement moi, je vous croirai, ces slogans nous encouragent à la différence, au différent, comme s'il y avait d'office une plus-value qui est peut-être là, mais à certaines conditions. Je me méfie, pour le dire enfin, d'une espèce d'esthétique de la biodiversité. C'est tellement différent que ça doit être bien. C'est ce qu'on m'apprenait autrefois à propos de l'herbe verte, qui ne l'est jamais tout à fait de la même manière. Et donc, il est vraiment essentiel pour moi, en tout cas pour moi, c'est pourquoi je vous en parle, il était essentiel pour moi, avant de commencer à répondre et à vous faire des suggestions concrètes de management de la diversité, j'y arriverai et dans les temps, il était vraiment important pour moi d'avoir ce scrupule ou ce doute et de me dire, est-ce que je ne suis pas victime? Est-ce que le CEGEC, est-ce que notre ami Guy n'est pas victime d'une espèce de mode, l'éthique organisationnelle de la diversité, qui serait à la mode au nom d'un certain nombre d'intérêts, mais lesquels?
à qui profite l'éthique, et pour peut-être se payer quelle bonne conscience.